La violence des femmes sur les femmes dans un conte Bungu. Étude de cas du bourreau. On parle le plus souvent de la violence faite par des hommes, celle faite par des parents sur des enfants, celle faite par des femmes sur des hommes et celle faite aux femmes par des hommes. Mais la violence faite aux femmes par les femmes reste rarement évoquée. D'où l'intérêt pour nous d'étudier la violence faite par une femme sur des femmes. Toutefois, la violence chez les femmes n'est pas un phénomène récent pour l'humanité. Dans l'Antiquité, on retrouve des figures féminines de violence, avec les héroïnes des Grecs telles que Mégère la haine, Tisiphone la vengeance et Alecto l'implacable, les furies des Romains, les Amazones, etc. En Afrique également, au XVIIe siècle, le royaume du Dahomey, dans le sud de l'actuel Bénin, se développe grâce à la protection d'un régiment militaire constitué spécifiquement de femmes nommées en langue fon, Beto, Mino, Minon. En Éthiopie, on retrouve un chef guerrier, une femme, Téli, Bétoul, etc. La violence féminine trouve son explication dans la volonté des femmes d'être les égales des hommes, voire même les dominer. En somme, la violence des femmes s'explique par la volonté de toute puissance de celles-ci, d'après Daligan. Dans le contexte de notre étude, le problème est le suivant. Qu'est-ce qui pousse la reine à violer le tabou? Pourquoi s'en prend-elle aux femmes? Comme nous allons le voir, la violence des femmes sur les femmes existe aussi dans les contes que racontent les sages dans les villages. Je vais vous conter l'histoire de Ngwepaza telle qu'elle a été retranscrite par Dr Litougou Lucien, enseignant-chercheur au département de littérature africaine, Des Zambi Pungu, le roi de Moussandu, était connu à travers la terre comme, du moins je vais vous conter une partie parce que c'est assez long, était connu à travers la terre comme un maître chasseur inégalé. La reine Ngwepaza avait bon cœur et était d'une beauté inusable, son teint noir de charbon, son buste de félin et une coupe robuste comme une souche de palmier à huile faisaient d'elle une femme unique convenant à son statut de reine. De leur longue union était né Mumbina, un garçon promis à la splendeur, à la fois somme et héritier de son père vaillant et de la beauté majestueuse de sa mère. C'était une promesse pour les femmes. Le roi chassait grâce aux vertus de Gikulu Kobi, un esprit qu'il avait hérité de ses ancêtres et qui conservait enfoui dans un pengui une gibecière en peau de genette, dans un coin sacré de la chambre conjugale. De Zambi Pungu était un grand chasseur. Tout le royaume jouissait du fruit de sa chasse. C'était la pierre angulaire de sa gouvernance et de sa royauté. Il suffisait que lui-même ou son peuple ait exprimé un goût pour tel ou tel gibier et il le recommandait à Gikulu Kobi. Pour cela, le roi se pointait à l'entrée du village, la bouche de Pengui la gibecière orientée vers la forêt. Et Gikulu Kobi s'échappait pour la chasse recommandée. Le roi retournait attendre au fond de son corps de garde. À l'heure dont il avait seul l'indication, il repartait à l'entrée du village accueillir Gikulu Kobi et le fruit de la chasse. Il ouvrait la bouche de Pengui la gibecière, orientée vers la forêt, et Gikulu Kobi, à l'apparence d'une boule de feu, s'engouffrait. Le fruit de la chasse nourrissait tant la maison du roi que le royaume du Moussandu tout entier. Allait ainsi la vie au royaume de Moussandu. Le Zambi Pungu prépara un voyage. Il enseigna alors l'usage de Gikulu Kobi à Ngwepaza la reine, afin que le royaume ne vînt à manquer de gibier.
Gumbina était encore trop enfant, trop jeune pour être instruit de ces choses. Les Ambi-Pungu partirent en voyage. Au 3e jour de l'absence du roi, les conseillers portèrent des plaintes du royaume à la reine. Il manquait des provisions en gibier. La reine les rassura, promettant une réponse immédiate. Le lendemain, au petit matin, elle sortit Pengui la gébissière, se dirigea à l'entrée du village et l'ouvrit en direction de la forêt. Gikulu Kobi s'échappa. Ngwepaza revint attendre le cours de la journée au fond du corps de garde, suivant les recommandations du roi. Quand vint le temps recommandé, elle alla à l'entrée du village. Elle ouvrit Pengui la gébissière en direction de la forêt. Gikulu Kobi, luminé comme... Je vais m'arrêter par là. Je vais juste dire que la fin est triste parce que Ngwepaza voudra s'en prendre à sa belle-fille. Le fils aura une femme, elle voudra s'en prendre à sa belle-fille et le fils ne va pas l'accepter, il finira par la tuer. À partir de la réalité clinique de ce conte, qui témoigne de l'existence de la violence faite aux femmes par une femme, nous allons tenter de répondre à la question suivante. Quel processus psychique mis en jeu chez la reine Ngwepaza l'amène à être violente envers d'autres femmes? La violence de la reine Ngwepaza viendrait du fait de sa quête de toute puissance. Telle est l'hypothèse que nous formulons. Nous sommes partis de certains développements freudiens concernant le totem et tabou. On va mieux expliquer certaines réactions de la reine Ngwepaza. Dans son ouvrage Totem et tabou, Freud considère le totem comme étant l'ancêtre du groupe, un esprit protecteur et son bienfaiteur. Il connaît et épargne ses enfants, mais il est dangereux pour les autres. Ainsi, la violation, donc tuer, détruire ou manger le totem, ou en jouir autrement, entraîne obligatoirement un châtiment. Quant au tabou, il s'agit de ce qui est sacré, consacré, inquiétant, dangereux, interdit, impur. Le tabou est une prohibition très ancienne imposée du dehors et dirigée contre les désirs les plus intenses de l'homme. La tendance à la transgresser ou à le transgresser, le tabou, persiste dans son inconscient. Les hommes qui obéissent au tabou ont une ambivalence à l'égard de ce qui est tabou. Lorsqu'un individu a réussi à satisfaire un désir refoulé, tous les autres membres de la collectivité doivent éprouver la tentation d'en faire autant. Pour réprimer cette tentation, il faut punir l'audace de celui-ci. Nous verrons dans le conte que la reine tentée viole la prohibition au bénéfice de son désir et qu'elle sera punie pour son audace. En effet, la violation des prohibitions totémiques sont suivies d'un châtiment automatique du coupable. Le châtiment donné à la reine est la répétition de l'identique, tel que l'entend de Mouzan, qui repose sur un manque d'élaboration du passé. Il semblerait par ailleurs qu'elle fasse partager son châtiment à l'être humain et particulièrement à toutes les femmes. Concernant les femmes phalliques, pour Freud, le phallus sert à affirmer le caractère intrinsèquement sexuel de la libido, qui est essentiellement masculine. Lacan résumera le phallus dans la doctrine freudienne en ces termes. Le phallus n'est ni un fantasme, ni un objet partiel, et non plus l'organe réel, pénis ou clitoris, qu'il symbolise toutefois. Pour la planche et Pontalis, la fonction symbolique remplie par le pénis dans la dialectique intra- et intersubjective, le terme de pénis étant plutôt réservé pour désigner l'organe dans sa réalité anatomique. Qu'en est-il du phallus chez les femmes? La réponse à cette question, nous pouvons la trouver chez Lacan, pour qui la femme peut être le phallus. Pour qui la femme peut être le phallus va devoir rejeter la part essentielle de sa féminité. C'est pour ce qu'elle n'est pas, qu'elle entend d'être aimée et désirée. Son désir à elle, elle le trouve dans le signifiant du corps de l'autre. Se pose ici la question de savoir en quoi la reine Ngwepaza est-elle une femme phallique dans le conte.
niveau de l'approche théorique, concernant la violence, si on retient l'origine gréco-latine du mot violence, via vita, on se rend compte qu'il ne comporte pas clairement de volonté de nuire. Il s'agit de considérer la violence comme la pulsion la plus légitime qui soit, puisqu'il s'agit de s'auto-conserver. Si vous ne tuez pas, c'est lui qui vous tuera, dans un mouvement de légitime défense psychique. Le sujet doit survivre et pour cela opérer un mouvement pulsionnel violent à l'adresse de l'autre. Ce conflit à deux peut se résumer à « c'est toi ou moi », pas de place pour les deux. La violence est donc, selon Bergeret, naturelle et universelle, nécessaire même à la survie. Concernant le passage à l'acte, d'après Archambault et Mourmont, le passage à l'acte est un substitut à la parole manquante, soit impossible, soit tue, ou une modalité de destruction d'une chaîne de signifiants infernaux, d'une situation pénible. Pour ces auteurs, le passage à l'acte est d'origine multifactorielle, un état de tension, une poussée déclenchée par des signaux internes ou externes. Nous retiendrons au final qu'il est une action ou une conduite impulsive dont les motivations sont pour une part inconscientes. Il peut viser le sujet lui-même, quelqu'un d'autre ou en miroir. Le passage à l'acte a le plus souvent un caractère de violence auto- et hétéro-agressive selon Juillet. Concernant la méthodologie, nous avons utilisé la méthode clinique et nous sommes partis d'un conte Vungu. Les Vungus sont un peuple de l'Afrique centrale originaire du sud-ouest du Gabon, dans la province de Ngounié où nous sommes, et précisément dans le département de la Mougalaba. Ce conte est inédit, il est enregistré et retranscrit en français par Lucien Dutougou, enseignant-chercheur au département de littérature africaine, qui est lui-même d'ethnie Vungu. L'analyse révèle que la reine Ngwepasa a un désir de toute puissance et c'est pour cela qu'elle transgresse le tabou. Le roi est l'objet d'étayage pour elle. En partant, celui-ci laisse un vide. Elle se trouve castrée de son objet. Elle désire alors devenir une femme phallique qui détient le pouvoir qu'octroie le pénis. Laissant s'exprimer ses pulsions, elle transgresse la loi. Le surmoi n'a pas pu, chez la reine, jouer son rôle de censure. Concernant l'incorporation et la possession, dans le conte, la reine est le bourreau, elle est le bourreau de son royaume, mais elle est également victime de Kigulu Kobi qu'elle a incorporé. De la violence, on ne voit plus que la cascade destructrice. Le sujet est emporté par la violence hors du temps et de l'histoire. La culpabilité ne perd plus. Le surmoi a disparu. Il n'y a plus qu'un comportement dont le sujet jouit. Même celui qui a produit la violence, d'une certaine manière, l'a subi. La violence désubjective. La reine n'est plus qu'un objet ballotté, soumis à l'escalade de sa propre violence. Chaque fois qu'elle tue et mange de la chair humaine, elle introjecte les caractéristiques de l'objet incorporé et s'identifie à lui. En conclusion, nous dirons que cette illustration clinique basée sur le conte d'une reine anthropophage nous a permis d'étudier les processus psychiques pouvant expliquer sa violence envers les femmes. L'analyse a dévoilé un désir de toute puissance, une pulsion d'autoconservation, de la transgression, d'incorporation. L'hypothèse est validée. Et pour ouvrir le débat vers une autre étude, nous nous posons la question de savoir où nous pouvons nous intéresser à la reine Ngwepasa comme victime. Nous avons étudié la reine Ngwepasa comme bourreau, mais qu'en est-il de la reine Ngwepasa comme victime? Je vous remercie.